Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté donc l'invitation pour ce premier séminaire qui va nous donner les grandes lignes sur les sargasses. Ce sont des connaissances générales qu'on vient chercher aujourd'hui ici, à partager entre nous tous pour avoir exactement les mêmes connaissances à l'heure du démarrage de nos entretiens ou à l'heure de la construction en fait de nos différents rapports et de nos différentes actions au sein donc du WP 1 et 2. On remercie vraiment les différentes personnes qui ont pu se rendre. On est reconnaissant de la présence de Justin. Merci beaucoup de nous accompagner. Solange et son collègue Daniel Meneses du Brésil qui ont voulu intégrer donc, ces travaux et nous accompagner également Victor David, Isabelle Dubost et donc Jean-Philippe Maréchal qui est aujourd'hui avec nous pour nous parler sargasses d'un point de vue général, comme je disais au départ, pour que l'on ait tous la même connaissance de départ. Donc, je vous laisse avec Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté donc notre invitation pour mettre à plat donc nos connaissances à ce sujet. Tu ne devais pas enregistrer? Ça sera enregistré. Merci Andrea. Bonjour à tous. Donc, pour petite introduction, dans cette présentation, c'est une combinaison en fait, de différentes présentations que j'ai déjà pu faire à différents niveaux de public et d'information. L'objectif, c'est d'essayer de couvrir de façon générale, assez superficielle quand même, la question de la problématique des sargasses dans la région Caraïbe et en particulier dans l'arc antillais. Donc, cette présentation, elle va faire un peu le lien entre l'apparition de cette problématique environnementale, les premières étapes, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à la prévision de ces échouages et où on en est un petit peu. Donc, c'est vraiment une présentation générale, mais après, on pourra approfondir si vous avez des questions spécifiques. Voilà, donc j'espère que ça va vous donner une vision d'ensemble sur la problématique que représentent les sargasses d'un point de vue biologique et environnemental. Donc, voilà, donc on va aborder succinctement l'historique de ce problème, quelles sont les caractéristiques des sargasses, que vous sachiez, si jamais vous allez sur le terrain, reconnaître une sargasse. Quelles sont nos capacités aujourd'hui d'utilisation des outils satellites pour suivre ces bandes de sargasses et qu'est-ce qu'on connaît exactement du problème maintenant qui se reproduit chaque année depuis 2011, quasiment, depuis 2011, avec une année de vide en 2013. Donc les sargasses, ce sont, d'un point de vue biologique, des algues, donc, qui appartiennent au genre qui s'appelle Sargassum, qui comprend beaucoup d'espèces qui sont répertoriées en tant que sargasses. Il y a 358 espèces qui sont listées sous le genre Sargassum dans la base de données internationale AlgaeBase. Mais les deux espèces qui nous intéressent dans le cadre des échouages, voilà, il n'y en a que 2 parmi ces 358, et ce sont les seules espèces de sargasses qui flottent à la surface de l'océan. Toutes les autres espèces de sargasses sont accrochées au fond sur les roches, sur des coraux morts, sur des supports. Et donc, à moins qu'elles soient arrachées par une tempête, on ne les voit jamais à la surface ou sur les plages. Tandis que ces deux espèces, on nomme d'un point de vue scientifique Sargassum fluitans pour une et Sargassum natans pour l'autre, sont deux espèces qui sont équipées de petits flotteurs, comme vous voyez là sur ces images, qui leur permettent de rester à la surface de l'océan
Et ces algues sont transportées de façon passive par les courants et poussées par les vents. Donc, ces grands bancs de sargasses se déplacent au gré des aléas océaniques. Et ce sont ces deux espèces seulement qui sont impliquées dans les échouages dans nos îles, avec une espèce souvent majoritaire dans la composition des échouages, et c'est celle qu'on appelle Sargassum fluitans. Alors, pour distinguer ces deux espèces, alors ça va beaucoup plus loin, c'est plus compliqué d'un point de vue biologique parce qu'il y a ces espèces, mais il y a différentes formes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a moyen de les distinguer morphologiquement, puisque une des deux espèces a des petits flotteurs qui n'ont pas de piquants, qui sont très ronds, et l'autre a des petits flotteurs, comme vous voyez sur ces images-là, avec des piquants et des formes de feuilles qui sont différentes, la présence d'épines sur les tiges ou l'absence d'épines sur les tiges qui permet de distinguer les deux espèces. Mais voilà, principalement, on a deux espèces qui représentent 5 formes en fait, qui s'échouent dans la Caraïbe, ce qui est différent en termes de prédominance. Donc, cette espèce fluitans est majoritaire, alors que la mer des Sargasses au nord, c'est plutôt natans qui était majoritaire dans toutes les études qui existent depuis des décennies sur la mer des Sargasses dans l'Atlantique Nord. Alors, ces sargasses, évidemment, au large, elles représentent un écosystème à part entière, un écosystème qui est très dynamique, très productif, qui est un habitat essentiel pour les poissons, mais aussi beaucoup d'autres espèces. Beaucoup de poissons utilisent ces grands radeaux à la surface pour y déposer des œufs. Donc, il y a des phases de reproduction qui s'opèrent sous ces sargasses, ce qui fait que la présence de petits poissons va générer toute une chaîne alimentaire, depuis les petites espèces jusqu'aux grands poissons pélagiques, comme les thons ou les dorades, et puis aussi la présence de mammifères marins, comme les dauphins, etc., en chasse. Donc, c'est un écosystème qui est très, très productif et qui représente un assemblage de communautés d'espèces, avec des espèces qui ne vivent que dans cet écosystème, donc qui sont endémiques de l'écosystème sargasse et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Par exemple, une espèce emblématique de ces radeaux, c'est ce petit poisson, ça ne ressemble pas tellement à un poisson, en haut coloré en jaune et brun, qui s'appelle Istrio et qui est une espèce typique. D'ailleurs, sa couleur rappelle la couleur des algues, donc des grandes capacités de camouflage au sein de ces radeaux, mais des espèces qui vivent spécifiquement dans ces bancs de sargasses. Et donc, comme je le disais, voilà, c'est un écosystème extrêmement productif au large. Et les pêcheurs, de toute façon, connaissent bien aussi ces bancs de sargasses, puisque ces bancs-là existent depuis toujours, je dirais. Les pêcheurs des Antilles ont rapporté la présence de bancs de sargasses au large, autour desquels ils prennent régulièrement, notamment des dorades coryphènes. Donc, ces sargasses, où est-ce qu'on les trouve dans l'océan? En cherchant un peu, j'ai retrouvé une carte qui date de 1640. Donc, on voit bien là, la côte nord des États-Unis et puis l'Amérique centrale et toute la zone Caraïbe et puis le nord de l'Amérique du Sud et l'archipel des Açores là, sur la droite. Et sur cette carte, en fait, il y a des inscriptions manuscrites qui faisaient déjà état. Mais bon, même Christophe Colomb parle déjà de la mer des Sargasses, hein, mais ici, c'était intéressant de voir que dans cette carte de 1640, on situe, alors j'ai retranscrit pour que ça soit lisible, mais des herbes flottantes sur la mer. Il y flotte des herbes en moindre quantité que la côte de l'Est. Alors ça, c'est intéressant parce que cette remarque, elle est faite en plein centre de la zone Atlantique Nord, là où aujourd'hui on connaît la présence de la mer des Sargasses. Et sur cette carte, c'est drôle parce que la mer des Sargasses est indiquée en fait au sud de l'archipel des Açores. Donc, c'est a priori quelque chose de complètement différent de notre état de connaissance aujourd'hui.
Et nous, on a encore une nouvelle donnée aujourd'hui, puisqu'on a une nouvelle mer des Sargasses, si on peut dire, dans l'Atlantique équatorial, qui n'était pas là avant l'année 2011. Ces sargasses, comme je le disais, elles sont présentes à la surface de l'eau. Donc, elles forment des amas, des radeaux, de plus ou moins d'épaisseur plus ou moins importante. Ça peut aller de quelques dizaines de centimètres à plus de 6 mètres, voire 8 mètres pour les plus épais, avec des densités plus ou moins importantes aussi. C'est très variable selon les périodes de l'année, selon les conditions de croissance, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ces sargasses, qui sont transportées de façon passive, il n'y a pas de mécanisme de déplacement de la part des algues, elles se déplacent au gré des courants. Et quand on regarde ici, par exemple, sur la petite carte du haut, la circulation générale de l'eau dans l'Atlantique Nord, et donc on voit que ça forme un gire, d'accord, qui part de l'équateur et qui remonte sur les côtes américaines et qui retourne vers l'Europe. Et donc, il y a un gire comme ça avec des processus beaucoup plus complexes. Avec un gire, c'est une sorte de grand tourbillon, de grand courant circulaire plutôt, qui tourne dans l'Atlantique Nord. On a la même chose dans l'Atlantique Sud, mais dans le sens inverse. On voit sur la carte du dessous, quand on largue des bouées dérivantes pour faire des mesures, pour voir comment les objets se déplacent à la surface de l'océan, donc c'est des bouées qui sont détectées par satellite et qui permettent de suivre le déplacement des courants. Le déplacement de ces bouées et donc qui sont des proxys du déplacement des courants. On voit que les bouées se déplacent vers l'Europe, donc des bouées qui seraient larguées sur les côtes américaines, par exemple, se déplaceraient vers l'Europe, retourneraient vers le bassin caribéen par le sud, et on voit qu'il y a des zones d'accumulation qui correspondent en fait aujourd'hui à la mer des Sargasses qui est connue. Donc, on suppose, enfin, on pose l'hypothèse que les Sargasses, étant présentes à la surface des courants, se comportent un peu comme ces bouées, et finalement, donc, on retrouve des zones d'accumulation avec la mer des Sargasses, et on voit qu'il y a des déplacements possibles vers l'ouest atlantique et puis vers le sud, donc le long des côtes africaines, et puis un retour vers le bassin caribéen. Donc, ce n'est pas surprenant, de toute façon, c'est quelque chose qui était connu déjà, puisque régulièrement, quand même, il y avait des bancs de sargasses qui étaient présents, de temps en temps, de petits échouages dans les îles des Antilles, mais pas en rapport avec ce qui s'est passé en 2011. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en 2011 pour que, d'une année à l'autre, finalement, on se retrouve avec un phénomène environnemental exceptionnel par rapport à la situation précédente, antérieure. Donc là, vous êtes maintenant tous familiers avec ces quantités de sargasses astronomiques qui sont arrivées dans les îles en avril, mai, juin de l'année 2011, avec des quantités abominables, des dizaines de milliers de tonnes d'algues qui se sont échouées comme ça, arrivant de nulle part sur les côtes des îles de l'archipel. Donc, il y avait déjà à l'époque des équipes scientifiques, notamment des équipes de laboratoire d'océanographie optique à l'université sud de Floride, qui connaissaient déjà, qui avaient développé des outils pour identifier des signaux qui correspondraient à des algues flottantes à la surface de l'océan Atlantique. Et il y avait donc à cette époque, déjà en 2011, la disponibilité de produits accessibles sur Internet, comme les cartes que vous avez à gauche des images. Donc, la carte du haut, ça représente par exemple des signaux supposés de sargasses flottantes à l'ouest de l'archipel des Petites Antilles. Ces images ont pu être utilisées dans le cadre de nos travaux pour isoler
le signal sargasse et travailler à partir de cette base pour essayer de comprendre le phénomène et de prévoir les échouages potentiels dans les îles. Alors, ça, bon, maintenant, c'est connu aussi, hein, ces influx de sargasses. Alors, une petite parenthèse sur la notion d'invasion, parce qu'au début, on a beaucoup parlé d'invasion de sargasses, mais le terme n'était pas approprié, puisqu'il ne s'agissait pas d'une invasion biologique, parce que les invasions biologiques sont vraiment des processus qui répondent à un certain nombre de critères spécifiques aux espèces, à leur capacité d'adaptation, de reproduction, etc. Tandis que là, on a affaire vraiment à un phénomène passif de transport des algues qui suivent les courants et les vents et qui se retrouvent accumulés dans des zones d'agrégation, comme sur la photo du haut, des baies exposées, des zones enclavées, où lorsqu'elles sont accumulées, c'est très difficile pour ces algues d'être transportées ailleurs et elles finissent donc avec les vagues, les vents qui poussent toujours d'est en ouest dans nos îles, une accumulation forcée de ces algues dans toutes les zones, dans tous les secteurs exposés des côtes atlantiques des îles. Et la conséquence de ces accumulations, eh bien, c'est les tonnes d'algues qui vont se dégrader, qui vont pourrir dans ces environnements, avec toutes les conséquences environnementales, économiques, sociales qu'on connaît depuis des années maintenant, et notamment un fort impact quand même sur la santé, avec, lors de la décomposition de ces algues, le dégagement de gaz toxiques, qui sont le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac. Donc, dès 2011, et dans le Work Package 2, où vous avez bien commencé à étudier ça, hein, on voit une mobilisation des administrations et des instances politiques avec trois priorités qui sont quelle capacité de prévision et d'alerte on a à l'époque, comment on peut collecter ces algues et cette biomasse, et comment on peut valoriser la biomasse. Donc, c'est vraiment les trois questions qui se sont posées dès 2011 par rapport à ce phénomène. Ce problème des sargasses, les sargasses, donc au large, on voit que ça ne représente pas une menace, ça ne représente pas une contrainte environnementale ou un problème environnemental particulier, c'est un écosystème productif. Par contre, voilà, quand ces algues s'échouent, elles représentent une nuisance. Ça représente une nuisance à la fois pour les populations, mais également pour les écosystèmes marins côtiers, puisqu'il y a tout un tas de processus de frottement, d'accumulation, de consommation de l'oxygène, ensuite de dégradation, de pourrissement et donc de dépérissement de ces algues qui produisent des matières qui deviennent toxiques finalement pour les organismes marins. Donc, il y a beaucoup de conséquences environnementales. Et évidemment, la complexité du littoral dans des îles volcaniques comme les nôtres fait qu'on a énormément de situations contrastées entre des zones d'accumulation sur des plages, des zones portuaires, des zones littorales urbanisées, des baies inaccessibles, des baies semi-fermées dans lesquelles l'eau circule plus ou moins bien, etc. Des zones atlantiques, des zones caraïbes. Il y a autant de faciès du littoral que de complexité de collecte de ces algues une fois qu'elles sont accumulées sur la côte. Et le problème de l'accumulation de ces algues fait qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait une forte sensibilité des systèmes littoraux et que les algues entraînaient des problèmes d'érosion du trait de côte et des problèmes spécifiques, par exemple, liés à l'accès des plages sableuses aux tortues pendant les saisons de ponte. Et on s'est rendu compte après aussi que les capacités techniques pour ramasser les algues entraînaient aussi des problèmes
environnementaux, des problèmes de collecte des algues avec du sable, donc de retrait de sable dans les plages, des problèmes de tassement des sables, donc des problèmes pour les pontes de tortues, pour les nids de tortues, etc. Et donc, beaucoup de problèmes environnementaux qui se sont surajoutés au problème initial qui était l'accumulation de ces sargasses. Alors, quand on parle aussi d'accumulation de sargasses, ici, avec ce phénomène, on parle de dizaines de milliers de tonnes. En 2014, il me semble que la quantité d'algues collectées, seulement collectées en Guadeloupe, était de 60 000 tonnes de pois secs. Donc, après avoir été collectées, séchées, pesées, tous les camions qui ont transporté des algues, à cette période, la Guadeloupe avait évalué à 60 000 tonnes de biomasse. Et c'est juste une partie de ce qui s'est échoué, puisque tout ne peut pas être collecté. Donc, c'est une biomasse absolument énorme qui arrive sur le bord de côte et qui nous pose problème. Ces algues, elles ont plusieurs niveaux d'impact. Un impact environnemental, et là, ça a été montré maintenant depuis plusieurs années avec des articles scientifiques. Donc, les problèmes principaux, c'est la dégradation des milieux côtiers qui peut aller jusqu'à la mort, par exemple, de zones de mangroves. On a des exemples en Martinique, mais aussi la disparition de zones d'herbiers sous-marins, donc qui sont des écosystèmes quand même essentiels à la stabilité des écosystèmes côtiers dans les îles. Des problèmes par rapport à des espèces en particulier. Donc, j'ai cité les tortues, mais c'est une réalité. Les tortues ont des difficultés d'accès quand il y a des tapis d'algues trop importants, des difficultés d'accès aux zones de ponte, puisqu'elles pontent assez haut sur les plages et elles ne peuvent plus accéder à ces plages. Lors des émergences des bébés tortues, les petites tortues ont aussi des grosses difficultés à rejoindre la mer, etc. Elles sont fortement exposées aux prédateurs et tout. Donc, tout ça, ça a quand même un impact assez significatif sur toute la dynamique des plages et des milieux côtiers, des écosystèmes marins côtiers, sous-marins plutôt, à proximité de ces zones d'échouage. Les récifs coralliens, eux, sont un petit peu moins impactés puisqu'ils sont situés un peu plus au large. Et donc, il y a très peu d'impact direct des algues, de ces sargasses sur les récifs coralliens. Par contre, lorsque ces tonnes d'algues se décomposent, effectivement, là, la qualité des eaux est tellement mauvaise que ces lixivias de sargasses peuvent causer des problèmes sur les espèces sensibles, mais aujourd'hui, il n'y a pas de travaux qui montrent ça, mais on suppose que c'est fortement possible. Donc ça, c'est l'impact environnemental. L'impact sanitaire, évidemment, voilà, sur les populations exposées, les populations de bord de mer, avec les problèmes d'irritation oculaire, des voies respiratoires, avec la respiration des gaz toxiques. Et puis, le troisième impact que vous connaissez tous, c'est l'impact économique et touristique, notamment les répercussions de cette présence d'algues et des odeurs aussi qui sont dégagées avec ces gaz toxiques sur l'hôtellerie, la restauration, la fréquentation des plages et des villes de la zone atlantique, et puis évidemment aussi sur les capacités des pêcheurs à sortir en mer quand les bateaux sont bloqués par des accumulations de sargasses dans les zones portuaires. Donc, énormément de conséquences. Voilà, donc là, pour illustrer quelques photos de dégradation d'herbiers, par exemple, au milieu, les herbiers. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ces algues s'accumulent sur la côte, les algues, ça pompe de l'oxygène aussi pour respirer. Et puis, tous les organismes qui sont sous ces tapis d'algues, l'eau devient sombre très vite et il n'y a plus d'oxygène, ce qui fait que la plupart des organismes qui sont très, très peu mobiles, comme voilà, les oursins ou des petits invertébrés, finissent par mourir parce que les conditions sont invivables. Les conditions dans l'eau deviennent toxiques pour eux et ils ne survivent pas. Et
Donc là, vous avez une illustration sur la droite, par exemple, de ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire qu'on a des successions de phases. Les premières sargasses qui sont arrivées sont accumulées au bout sur la plage ou dans une zone enclavée. Et puis, il y a en continu d'autres sargasses qui arrivent. Donc, on a différentes phases, avec des phases de décomposition avancée, des phases de début de décomposition et des sargasses fraîches qui arrivent au fur et à mesure des dérives qui qui ont des conséquences importantes sur la qualité de l'environnement dans ces secteurs-là. Et voilà, ça touche les mangroves, comme vous voyez sur la photo du haut, et puis les zones de plage. Donc, tous les écosystèmes présents à faible profondeur subissent les conséquences de cette décomposition de tonnes d'algues. Voilà, là, tout à l'heure, je parlais de la décomposition des algues et éventuellement de leurs répercussions sur les récifs coralliens. Vous avez une illustration ici, par exemple, d'algues qui se sont décomposées. Donc, on voit quasiment plus d'algues. Hein, on voit un petit peu d'algues sur la plage, mais on voit que les eaux sont marrons et c'est la décomposition des algues qui provoque ces eaux donc très fortement chargées en matière organique et qui dégradent complètement les conditions environnementales et qui ont des conséquences sur tous les organismes qui vivent sur les petits fonds dans ces secteurs touchés par les sargasses. Très vite, l'impact sanitaire a été pris en compte, l'impact sanitaire et social, hein, et très vite, il y a un dispositif de surveillance de la production de ces gaz dans des zones cibles où les algues ont tendance à s'accumuler. Donc, en Martinique, en Guadeloupe notamment, ces systèmes de mesure en continu des taux d'émission de gaz ont été mis en place avec des mesures quotidiennes et des rapports pour informer la population. Également, un réseau de médecins qui a pu mesurer l'ampleur de ces expositions aux gaz toxiques. Et donc, régulièrement, des appareils ont été installés sur des sites sensibles pour avoir cette collecte de données pour les ARS et les médecins afin de pouvoir anticiper et répondre aux besoins des populations qui étaient exposées de façon chronique à ces gaz. Alors, quand même, par rapport à cette exposition, ce qui a été montré aussi, c'est qu'on n'a jamais atteint des concentrations en Martinique ou en Guadeloupe, des concentrations supérieures à 5 parties par million, sachant que voilà, on est au niveau, dans les classifications des effets de ces gaz, dans une limite des effets sensibles, on n'a jamais atteint de concentration qui provoque vraiment des effets graves. Par contre, bon, ce qui pose problème, dans notre cas, c'est l'exposition chronique, c'est-à-dire sur des périodes de plusieurs semaines, voire de mois, de populations sensibles, de personnes âgées, de nourrissons, de personnes asthmatiques, etc., qui, même à des concentrations basses, peuvent ressentir des effets médicaux importants. Voilà. Donc, évidemment, dès le départ, il y a eu tout un tas de mesures, d'évaluation de l'ampleur du phénomène. Donc, les services de l'État, notamment, ont essayé de répertorier les zones sensibles, les zones les plus touchées. Donc, ça s'est fait aussi en Martinique et en Guadeloupe. Et l'idée étant d'identifier les zones sensibles, donc de recouper à la fois les données d'échouage des sargasses. Donc là, vous voyez qu'en Martinique, par exemple, c'est essentiellement la côte atlantique, mais aussi tout le secteur du diamant qui sont régulièrement touchés par des échouages, donc avec des zones de plus ou moins forte intensité, mais globalement, une grosse partie de la côte atlantique est touchée. La côte Caraïbe est
quasiment totalement épargnés, à part quelques événements majeurs. Et puis, bon, le fait que l'eau qui entre par le canal de Sainte-Lucie va d'est en ouest, forcément, la zone du Diamant est aussi une zone régulièrement exposée à ces échouages. Et donc, il y a pu, comme ça, des cartes ont pu être établies en recoupant les informations d'échouage et, par exemple, les mesures là, de gaz, de production de gaz de l'ARS sur la carte de droite, où finalement, ça permet de cibler et de prendre des mesures adéquates dans les secteurs les plus sensibles. Sachant que, bon, quand même, ce genre de travaux, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur ce programme César pour essayer de combler un certain nombre de manques. C'est que l'ensemble de ces mesures, à part les appareillages qui enregistrent en continu, où là, on acquiert de la donnée quotidienne. Les survols pour identifier les zones d'échouage, etc., sont des actions ponctuelles. Donc, on n'a pas une acquisition de données systématique dans le cadre de ces survols qui ont pu être faits par les personnes des services de l'État qui suivaient cette problématique sargasse. Et donc, voilà, on avait des survols avec les douanes, avec la sécurité civile, qui étaient des vols exceptionnels et épisodiques. Donc, pas d'acquisition de données systématiques et du coup, pas tellement d'exploitation scientifique possible derrière. Il fallait donc réfléchir à comment mesurer, évaluer de façon continue ces échouages pour vraiment travailler sur notre capacité de prévision des échouages à l'échelle des îles. Et dernier impact, donc c'est l'impact économique, donc forcément avec des retombées sur le tourisme et sur la pêche. Ensuite, sur la problématique sargasse, voilà. Un premier point, c'est ces sargasses, elles arrivent, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Techniquement, c'est très difficile et donc elles s'échouent. Alors, un gros problème, une priorité plutôt qui s'est posée, c'était la collecte et le ramassage. Et ça, ce n'était pas simple puisque le contexte, les îles n'étaient pas préparées à ce genre de problèmes environnementaux et n'avaient pas très peu de moyens techniques pour collecter, ramasser ces algues qui s'échouaient par milliers de tonnes. Donc, il a fallu trouver des moyens de collecte innovants, adaptés aux configurations des sites touchés. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les situations sont aussi différentes qu'il y a de faciès sur le littoral. Donc, des zones où la collecte était possible et puis des zones où les collectes étaient totalement impossibles. Donc, un certain nombre de questions se sont posées sur la collecte en mer. Est-ce qu'il était possible d'éviter les échouages en collectant les algues avant qu'elles arrivent sur les côtes, donc récolter des algues fraîches et propres qui auraient pu faire l'objet d'une valorisation par la suite? Sauf qu'aujourd'hui, la question se pose de la dénaturation d'un écosystème fonctionnel au large. Donc, c'est une question qui est en suspens. La collecte à terre, une fois que les algues se sont échouées, effectivement, c'est possible, mais se posait le problème des moyens techniques disponibles, des moyens techniques aussi efficaces et respectueux de l'environnement, parce qu'il ne s'agit pas de ramasser les algues et de détruire les plages ou les secteurs côtiers, par exemple, avec des engins inappropriés. D'ailleurs, voilà, il y a eu à cette époque, dès le départ, de nombreux appels à projets qui ont été lancés, notamment par l'ADEME, pour essayer de trouver des solutions. Et un article, là, j'ai mis pour illustrer, il y avait beaucoup d'idées, mais très peu de solutions, finalement, techniques satisfaisantes pour collecter ces algues, ce qui fait que ce sont surtout des moyens humains qui ont été mobilisés pour
collecter ces algues directement sur les plages. Mais après la collecte, s'est posé alors le problème du stockage. Le problème du stockage et le problème du transport. Parce que toute cette biomasse d'algues, d'eau, de mer et de sable, il faut les transporter sur des zones, une fois que c'est collecté, il faut les transporter. Donc, ça mobilise des moyens techniques, des camions bennes, c'est de l'eau salée avec du sable, donc avec des gros problèmes de corrosion, etc. Donc, une usure rapide des équipements. Enfin, il y a toute une chaîne logistique qu'il fallait optimiser pour collecter et pour ensuite éventuellement pouvoir valoriser cette biomasse. Mais ensuite, se poser la question aussi de la préparation des algues pour une valorisation. Et en 2011, on n'était pas encore au courant de toutes les contraintes qui s'imposaient face aux capacités d'utilisation de cette biomasse, c'est-à-dire la contamination par l'arsenic, la contamination par les métaux lourds, la problématique de la chlordécone pour les algues collectées dans des zones contaminées à la chlordécone sur les côtes atlantiques, et la quantité de sable aussi collectée par les pelleteuses au moment du ramassage des sargasses, qui fait que voilà, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur comment limiter ou supprimer ces quantités de sable collectées, parce que ça dénaturait aussi les plages et ça favorisait l'érosion aussi du littoral, qui est déjà assez forte naturellement dans les îles. Donc là, cette collecte des algues contribuait aussi à la dénaturation des plages, et se posait aussi la question du coup du nettoyage aussi des algues avant leur utilisation potentielle. Donc, comment les débarrasser du sel, comment les débarrasser du sable, comment les débarrasser des contaminants éventuels. Donc, beaucoup de questions techniques qui aujourd'hui ne sont toujours pas vraiment résolues. Se poser ensuite la question des zones de stockage. Alors, juste avant, oui, j'avais illustré ici une diapositive avec tous les moyens, les types de moyens techniques qui ont été mobilisés pour essayer de collecter ces algues, donc des moyens techniques terrestres, alors depuis la collecte manuelle avec les brigades vertes jusqu'à des pelleteuses, des engins mécaniques, hein, ou alors des capacités depuis le rivage avec des pêcheurs qui ont mis en place des systèmes de filets tractés par les bateaux, un peu comme des seines, pour aller récupérer les algues en surface qui ensuite étaient tractées par un tractopelle à proximité des plages. Et puis tout un tas d'engins techniques qui ont été développés, hein, les histoires du Sargator ou des barges avec des tapis roulants pour collecter. Et on s'est très vite aperçu quand même que par rapport à la quantité d'algues qui arrivaient, qui représentaient parfois des tailles de plusieurs terrains de foot, donc c'est assez énorme, il y avait quand même une capacité extrêmement limitée de tous ces engins techniques qui ont quand même un coût assez exorbitant aussi, hein, des centaines de milliers d'euros pour un équipement, donc dans des communes avec des budgets quand même limités et des moyens limités. Donc, beaucoup de problèmes techniques qui sont posés, problèmes financiers et beaucoup de questions sur les capacités à absorber ce problème d'échouage de sargasses. L'histoire des barrages aussi, qui s'est beaucoup posée, hein, les types de barrages, leur résistance par rapport à cette masse de sargasses qui est poussée en permanence, donc leur capacité de résistance pour ne pas casser avec la pression, la force que représente cette biomasse, l'impact de ces barrages sur les écosystèmes marins également, les moyens techniques pour les poser, comment les entretenir, comment récolter les algues qui se sont accumulées dans les zones de barrage, parce que souvent, des barrages ont été mis en place pour soit retenir, soit dévier la trajectoire des algues.
mais souvent les algues restent coincées dans ces systèmes. Donc, énormément de problèmes techniques à lever avant d'avoir des systèmes vraiment opérationnels. Et donc, voilà, des sites de stockage qui ont dû être mis en place par les communes, comme ici au Marigot ou à la Pointe-Fola ou au Vauclin, où on a des tonnes de matière organique qui ont été déposées sur des terrains vierges des communes dans l'attente soit d'une valorisation, soit d'une destruction de ce déchet finalement environnemental. D'autant plus qu'avant de valoriser, il y avait un certain nombre de points à régler, qui étaient ces histoires de contamination, notamment à l'arsenic, des quantités d'arsenic très importantes chez ces algues qui limitent nos capacités de valorisation de cette biomasse. La question aussi de la contamination, on s'est aperçu, les gens qui travaillent sur ces questions-là, qu'au bout de 24 heures de stagnation dans les fonds de baie contaminés au chlordécone, la chlordécone se collait à la sargasse, ce qui fait que cette sargasse contaminée déposée sur des sols vierges, il y avait un risque finalement de contamination des sols avec le ruissellement, les eaux de pluie qui ruissellent et qui auraient entraîné donc, les molécules de chlordécone vers le sol depuis les sargasses. Et puis, la présence de métaux lourds, mais récemment, donc, il y a un projet de recherche ECO3SAR qui justement visait à analyser le contenu de ces sargasses par rapport à tous les contaminants qu'on vient de citer, qui a montré que finalement, il y avait très peu de contamination aux métaux lourds, cuivre, plomb, etc. En tout cas, des seuils qui étaient en dessous, enfin, des concentrations qui étaient en dessous des seuils, autorisés pour permettre une valorisation. Le problème aujourd'hui, le problème principal qui se pose, c'est cette contamination à l'arsenic. Il est possible de nettoyer, de réduire, de faire disparaître cet arsenic, mais ça demande des moyens techniques, chimiques extrêmement complexes, et aujourd'hui, on n'a pas résolu ce point. Voilà, donc beaucoup de questions qui se sont posées autour de la valorisation de cette biomasse, puisque quand même, c'est de la matière organique, donc il y a des possibilités de transformation de cette matière organique en compost, en biofuel, en bioplastique, des projets portés par des laboratoires et des entreprises locales, la fabrication de charbon actif, la valorisation à travers l'alimentation animale, mais évidemment que pour un grand nombre de ces valorisations, tant que le problème de contamination n'est pas résolu, on ne peut pas, ça limite les possibilités d'exploitation de la biomasse. Et puis, un problème qui s'oppose aussi par rapport à la valorisation de cette biomasse, c'est les approvisionnements, parce que finalement, personne n'est très enclin à développer une grosse activité autour de la valorisation de la sargasse. Si demain, il n'y a pas de sargasse, comment on fait? Donc, souvent, la valorisation a été abordée comme plutôt une activité annexe, la valorisation de sargasse comme une activité annexe d'autres activités, étant donné les problèmes éventuellement d'approvisionnement incertains. Mais finalement, on s'aperçoit que depuis 2011, chaque année, on a de la biomasse de sargasse dont on ne sait que faire. Donc, c'était finalement peut-être une mauvaise question par rapport aux investissements qui auraient pu être faits. Mais enfin, ça, c'est le recul qui nous permet de dire ça. Donc, les conclusions par rapport à ces influx massifs de sargasses, ce qu'on peut dire par rapport à tout ce contexte, c'est que ce phénomène environnemental est variable, mais a priori est pérenne, puisque maintenant, ça fait 10 ans que ça se reproduit chaque année.
Donc, ça risque sans doute pas de disparaître aussi vite que c'est apparu. Il y a une forte variabilité spatio-temporelle en termes de quantité et de qualité des arrivages. Un grand nombre de sites touchés lorsque c'est vraiment la période de plus forte présence des sargasses, c'est-à-dire entre avril et août, on va dire. Des capacités de prédiction des échouages qui sont quand même limitées, ça je vais vous montrer juste après là. Une accessibilité complexe sur de nombreux secteurs qui rendent difficile la collecte et le nettoyage. Et donc des modalités d'intervention mécanisées aujourd'hui qui sont peu durables par rapport à tout ce que je viens de décrire. Et avec aussi donc, un cadre économique extrêmement contraint parce que tous ces équipements ont un coût extrêmement élevé par rapport au budget en fait, des communes. Donc, toutes ces remarques-là ont fait l'objet de rapports ou de recommandations, voilà, avec des tableaux facilitant la prise de décision en fonction des quantités, en fonction du type d'échouage, en fonction du type de côte, en fonction des moyens disponibles, etc. Donc, il y a plusieurs documents qui ont été produits et qui permettent d'aider à la prise de décision par rapport à cette crise environnementale, si on peut dire. Je voudrais vous dire 2 mots sur nos capacités de télédirection, parce que c'est aussi en grosse partie le Work Package 1. Donc, ces sargasses, entre guillemets, on a la chance de pouvoir les voir depuis l'espace. Ce qui fait que, bon, enfin, ça, c'est pas important, c'est-à-dire que, bon, je le laisse quand même, mais en fait, on peut les distinguer parce que comme elles renvoient la lumière d'une certaine façon, les capteurs qui sont présents sur les satellites permettent d'identifier ces signaux après le traitement des images. Donc, on peut faire ressortir un signal qui correspond à de la sargasse ou en tout cas à de la végétation flottante. Alors, ça peut être confondu avec d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans les aspects techniques. Et ça, cette détection par satellite, ça a permis depuis longtemps déjà aux chercheurs de publier sur le transport des sargasses, notamment dans l'Atlantique Nord, là, avec une certaine forme de saisonnalité, mais voilà, il y a des publications qui ont été produites. Et la première publication qui a été produite sur cette apparition de sargasses dans la zone atlantique équatoriale, c'est un auteur qui s'appelle Gower, avec une co-autrice qui s'appelle Stephanie King, qui sont du Canada, qui ont montré à partir d'un satellite qui s'appelait MERIS, mais qui n'est plus en fonction aujourd'hui, il a été arrêté en 2012, ils ont pu montrer que avant 2011, on n'a quasiment pas de sargasses dans la zone atlantique équatoriale et que dès 2011, on a une intensification de cette présence de sargasses dans la zone intertropicale. C'était la première publication vraiment en 2013, donc 2 ans après le début des échouages. Première publication qui identifie ce problème dans le secteur. Donc, sur cette détection satellite, on a beaucoup d'outils, on a plusieurs outils qui existent aujourd'hui, notamment un des plus exploités, c'est le satellite, un satellite de la NASA. Il y a 2 satellites, ça s'appelle Aquaterra et Aqua et Terra, pardon, qui ont un outil à bord qui est ce qu'on appelle un spectromètre, qui permet donc tous les jours d'avoir des images, donc des images quotidiennes, et ces images ont été utilisées notamment par un collègue là, de l'Université de Floride, dont je parlais tout à l'heure. Il a développé un système, un indice qui identifie les sargasses ou les algues flottantes plutôt à la surface de l'océan. Et
Donc, cet indice-là, il est utilisé de façon régulière par tous les gens qui travaillent sur la détection des sargasses à partir des images satellites. Et ce sont ces images-là qui nous ont permis de faire les premiers travaux sur la prévision et en tout cas sur les essais de compréhension de ce phénomène. Alors effectivement, cet indice-là, par exemple, il permet, il identifie des algues flottantes, ce n'est pas forcément toujours des sargasses. Il y a d'autres algues aussi qui flottent à la surface, mais il y a un certain nombre de critères qui nous permettent d'identifier qu'il s'agit bien de sargasses, parce qu'il y a une forme des radeaux, il y a la persistance dans le temps, il y a la période de l'année, qui sont des critères qui nous permettent de faire la différence avec les autres types de signaux. Et voilà, donc ça, c'est les premiers travaux qui ont été, les travaux à partir de ces images acquises, produites par l'Université de Floride, qui montrent que, alors tout en haut, on a l'année 2009, ça va de 2009 à 2018, cette série, et on voit que 2009-2010, on voit absolument rien là, sur les images qui présentent, il y a l'arc antillais et puis le Venezuela nord du Brésil. On voit absolument rien et quelques signaux quand même qui identifient des petits paquets de sargasses, mais rien d'exceptionnel. Et on voit qu'à partir d'avril 2011, là, on a une intensification. Et on voit qu'entre avril et octobre et septembre, on a une forte présence de signaux d'algues flottantes qui sont des sargasses, on le sait, puisque c'est le problème majeur qui s'est posé en 2011. Ça se reproduit en 2012. En 2013, la ligne d'après, on ne voit rien. Il n'y a pas eu de sargasses cette année. C'est assez difficilement explicable. Mais enfin, il y a des théories. Et puis, on voit que 2014, 2015 et toutes les années suivantes, le phénomène s'est intensifié avec ici, sur les images de 2018. Ça, c'est des moyennes mensuelles. Hein. Chaque case représente un mois. Donc, c'est la moyenne de la présence de sargasses dans ce secteur de l'Atlantique. Donc, on voit qu'on a une intensification de la présence des sargasses dans le secteur qui fait que, voilà, qui est traduite par les échouages récurrents depuis toutes ces années dans notre région. Et on a fait la même chose sur les côtes africaines aussi. Et là, bon, c'est un petit peu moins visible parce que la zone couverte par le satellite, il y a une grosse partie de l'Afrique qui prend toute l'image. Mais on a également sur les côtes africaines, notamment en face de la Sierra Leone et de la Nouvelle-Guinée, des accumulations de sargasses qui expliquent voilà, la circulation de cette sargasse dans la zone tropicale, dans la zone atlantique équatoriale. Et quand on superpose ces données de présence de sargasses avec les satellites et qu'on les confronte aux grands courants océaniques, on voit que, et quand on fait des simulations, comme ici sur cette petite carte, on voit que c'est ce qui a été appelé la ceinture intertropicale des sargasses. On voit que ces sargasses tournent en boucle, en fait, de la zone des côtes de l'Afrique vers le Brésil. Donc, il y a un grand courant circulaire avec une saisonnalité. Ça, je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse. Mais finalement, ces algues, elles sont prises dans cette grande boucle intertropicale et elles tournent. Et régulièrement, parce que les courants, ça change avec les saisons, avec les périodes de l'année, régulièrement, des gros paquets de sargasses sont exportés vers la zone Caraïbe et vers tout le bassin caribéen, etc. etc. Et ce qui est intéressant aussi dans cette grande boucle-là, c'est que cette boucle, sur les côtes africaines et sur les côtes brésiliennes, on suppose que les sargasses rencontrent des conditions plutôt favorables à leur croissance. Donc l'hypothèse, c'est qu'à chacune des extrémités de cette grande boucle, on a des fortes zones de croissance qui, chaque année, reboostent le système, qui fait que cette grande boucle s'auto-entretient, si vous voulez, et la production de biomasse d'algues est régulière. Ces algues-là, il faut savoir que dans l'Atlantique Nord, c'est un milieu extrêmement pauvre. Les eaux sont pauvres, donc il y a très peu de nutriments pour la croissance des algues.
L'éclairement dans l'Atlantique Nord, il n'est pas très bon non plus, souvent couvert par les nuages, etc. Tandis que dans la zone tropicale, là, on a des fortes périodes, des périodes longues de fort ensoleillement, des eaux chaudes, donc, et puis des zones d'upwelling, c'est-à-dire des remontées de nutriments sur les côtes africaines qui peuvent favoriser la croissance. Et puis, il a été émis aussi les hypothèses des apports des grands fleuves d'Amérique du Sud dans l'Atlantique qui pourraient favoriser la croissance de ces algues. Et ces algues qui sont contraintes dans l'Atlantique Nord, quand elles sont dans cette zone de l'Atlantique tropicale, elles n'ont plus ces contraintes de croissance qui limitent leur croissance dans l'Atlantique Nord. Donc, c'est pour ça qu'on observe ces explosions de biomasse et qu'il y a autant d'algues qui sont présentes dans ce secteur de l'Atlantique équatorial, alors qu'elles étaient totalement absentes dans le passé. Donc voilà, on a pu produire. Ça, c'est présenté, détaillé dans certains rapports, mais on a pu produire, nous, avec mes collègues, un premier modèle de circulation de ces sargasses entre la zone des côtes africaines et le Brésil, et puis la Caraïbe et les petites Antilles, qui a été confirmé par une publication ici qui décrit en détail la saisonnalité du transport, etc., dans cette zone tropicale. On ne va pas rentrer dans le détail de ça. Donc, tous les outils qu'on utilise pour la télédétection, principalement, on utilise deux sources, qui sont le satellite MODIS et puis le satellite européen Sentinel, qui ont qui sont gratuits, donc ça c'est un point important par rapport à l'exploitation de ces images, et ensuite qui ont des capacités techniques qui nous permettent d'exploiter les données pour détecter les sargasses. Donc le premier, je vous en ai parlé, là, c'est MODIS. Donc voilà un exemple, par exemple, d'une image en couleur, en vraie couleur, ici sur la gauche, on voit l'arc antillais et puis le nord du Brésil. Et la même image, c'était le 21 mai 2015, avec sur la partie est de l'arc antillais une forte présence de sargasses. Ici, une image du 25 février 2018. Donc, vous vous rappelez, dans la série de toutes les images que je vous ai montrées, l'année 2018 où la biomasse a explosé, où là, on a l'impression sur cette image de quantité astronomique de sargasses. Alors, il faut quand même savoir que cet outil MODIS a tendance à surestimer un petit peu quand même le signal. Donc, c'est un signal un peu diffus. Donc, il n'y a pas autant que l'image laisse croire. Mais quand même, il y a de forts signaux de sargasses qui correspondent aussi à la réalité, puisque derrière, les échouages ont été extrêmement importants en 2018. Voilà une autre image, pareil, du mois de mai 2018, qui montre la présence de sargasses. Toutes les zones noires, c'est soit des zones qui ne sont pas couvertes par le satellite, soit des zones, les continents, soit des zones de nuages. Et les sargasses apparaissent en vert, jaune-vert sur ces images. Sur l'utilisation de ces… Alors, tout n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de contraintes à l'utilisation des images satellites. Les nuages sont une première contrainte. On ne voit pas à travers les nuages avec les outils optiques. La réflexion du soleil à la surface de l'océan, à ces échelles de milliers de kilomètres, ça masque aussi toute l'information qui peut être détectée par les capteurs optiques des satellites. Et puis, à proximité des îles, souvent, comme on a affaire à des îles volcaniques hautes, les effets du soleil, les ombres, etc., à ces échelles aussi, là, peuvent entraîner de faux signaux. Donc, on peut avoir de l'information, mais elle nécessite quand même toujours beaucoup d'interprétation pour faire la part des choses entre ce qui va être réellement de la sargasse et ce qui va correspondre à des faux signaux. Parce qu'on voit ce genre de produits qui sont disponibles sur Internet où tout de suite,
ça sème un peu la panique, mais parce que derrière, il n'y a pas d'interprétation. Mais sur une image comme celle-là, qui est, comme c'est noté, une composition hebdomadaire, donc c'est toutes les détections faites sur une semaine, ça donne l'impression de quelque chose qui couvrirait presque tout l'océan. Bon, alors qu'il y a quand même plein de fausses informations, de faux signaux dans ce type d'image, qu'il y a aussi des sargasses qui se déplacent dans différentes directions également, voilà, et puis beaucoup de signaux qui ne correspondent pas aussi à de la sargasse. Donc, ce genre d'image, il faut être extrêmement prudent avec leur interprétation. Quand on passe à des outils comme Sentinel-3, par exemple, avec une meilleure résolution que MODIS, vous voyez qu'on affine énormément les capacités de détection. Et là, à partir d'images comme celle-là, on peut vraiment avoir des fenêtres de précision assez bonnes, finalement. C'est le blanc, là, les sargasses? Le blanc, sur l'image, voilà, on voit les îles en noir sur la gauche de l'image, et tous les signaux en blanc sont des signaux sans doute sargasses, pour la plupart. Un autre outil là, qui est bien aussi, mais le problème, bon, je passe sur les détails techniques, je vous montre des illustrations, c'est Landsat. Ça, c'est un très bon satellite, sauf qu'on a une image tous les 15 jours. Donc, pour nos capacités de prévision, ce n'est pas exploitable. Par contre, la résolution est bonne. Vous voyez, par exemple, ici, en 2010, une partie de la côte nord-est de la Guadeloupe, où il n'y a pas de problème particulier. Et la même image, en 2011, où on voit des sargasses qui se sont échoués. Donc, ça, c'est une image satellite, donc avec une bonne résolution qui permet d'identifier, comme ça, des zones d'échouage. Alors, on essaye au maximum d'automatiser les procédés de visualisation, de repérage plutôt des sargasses sur les zones littorales pour faciliter l'interprétation, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas observer ça à l'œil, ça prendrait énormément de temps d'analyser tout. Donc, on essaye d'automatiser au maximum les données. Ici, vous voyez l'archipel de Guadeloupe avec une image Landsat aussi, et la même image avec les signaux sargasses qui sont tous ces traits qu'on voit, donc l'image en couleur naturelle et l'image traitée avec les signaux sargasses qu'on voit tout autour de la Guadeloupe. Donc, ça donne plein d'informations sur le type de banc, sur la façon dont les bancs de sargasses se comportent autour des îles en fonction des courants, en fonction du vent, sur les zones d'agrégation, sur les zones de dispersion, les zones d'élongation, donc différents formats de bancs, etc. Donc, ça permet quand même d'acquérir l'analyse rétrospective de toutes ces images, là, permet d'acquérir beaucoup d'informations sur la nature même des bancs, leur formation, leur dislocation, etc., à proximité des îles, qui sont des données importantes après pour pouvoir intégrer dans les modèles de dérive. Alors, dans le cadre du projet César, les outils qu'on utilise le plus, c'est les outils qu'on va utiliser, c'est les outils Sentinel. Donc là, on a deux types de satellites pour Sentinel, Sentinel 2 et Sentinel 3. Sentinel 2, c'est un satellite qui nous permet d'avoir une résolution spatiale assez précise, de l'ordre de 10 à 20 mètres. Donc ça, c'est intéressant pour tout ce qui va être échouage côtier. Donc on peut repérer à partir de ces images toutes les zones où des sargasses sont échouées. Donc on est en train de travailler aujourd'hui dans le Work Package 1 sur un outil d'identification des zones d'échouage à partir de Sentinel-2, donc un outil automatique de classification. Et le deuxième outil qu'on utilise, c'est Sentinel-3. Alors, Sentinel-2, on a des images tous les 5 jours. Sentinel-3, on a des images tous les jours. Mais voilà, avec une résolution beaucoup plus intéressante que MODIS. Et c'est un satellite européen, Sentinel. Donc, accessibilité des images gratuite, etc. Plus tout un tas d'outils mis à disposition pour analyser facilement les images. Et donc,
Donc voilà, c'est vraiment les deux outils qu'on exploite aujourd'hui dans le cadre de notre projet. Un troisième outil intéressant, parce que ça, par exemple, ça nous permet de voir à travers les nuages, c'est les détections radar. Donc, c'est une autre forme de… Ce n'est pas de la détection optique avec des outils optiques, ça, c'est des ondes. Donc, parfois, ça marche très bien, mais aujourd'hui, ce n'est encore pas tout à fait au point, parce que… les conditions de mer, la rugosité à la surface de l'océan sont des signaux qui, comme les sargasses sont vraiment à la surface, il y a beaucoup d'interactions avec l'eau elle-même. Et par exemple, les vagues, ou quand la mer est un peu démontée, et en plus, ces outils radars ont des zones de détection beaucoup plus réduites par rapport aux outils optiques des satellites. Donc, on travaille très peu, mais c'est une possibilité, notamment, mais très peu exploitée. Mais c'est une autre possibilité d'analyse du signal sargasse. Voilà. Et pour terminer, toutes ces données, on les a utilisées pour faire de la prévision de dérive et essayer de calculer des probabilités d'échouage. Donc, le premier article qu'on avait publié, on avait établi toutes nos analyses sur la base des signaux MODIS, donc que je vous montrais tout à l'heure, avec une résolution spatiale moyenne, et puis une surestimation quand même du signal sargasse. La possibilité d'exploiter des données de courantologie à partir d'un modèle qui s'appelle ICOM, qui sont sur l'image de droite, tous les petits vecteurs, toutes les petites flèches bleues là. Donc ça, c'est des données qu'on peut avoir de façon quotidienne aussi, qui sont des données de modélisation qui permettent de voir la direction des courants principaux, notamment à proximité des îles. Donc en combinant, en extrayant le signal sargasse des images MODIS, donc c'est l'image du milieu en blanc. En blanc, vous avez seulement les bandes sargasses. Et en superposant les données de courant, on pouvait, chaque petite flèche ici a une direction, donc donne une direction de déplacement de l'eau et une vitesse. Donc à partir de la direction et de la vitesse, on pouvait estimer le déplacement des sargasses et identifier les secteurs vers lesquels elles se dirigeaient et la vitesse à laquelle elles se déplaçaient, et avoir une fenêtre de prévision de l'ordre de 4 à 5 jours à partir de données rudimentaires comme celle-là. Et c'est à partir de là qu'on a pu, donc voilà, par exemple, le type d'interprétation qu'on pouvait faire. Après avoir isolé le signal, on peut calculer une distance par rapport à la côte. Par exemple, ici, un banc qui fait 200 000 km quand même de longueur, sachant que bon, c'est un peu surestimé, qu'il y a sans doute des zones d'agrégation, des zones où le signal est quand même moins important. Mais enfin, globalement, on a des étendues énormes de sargasses, une distance à la côte, une localisation précise de ces bandes sargasses, des données de vitesse de courant. Donc, si on connaît la vitesse, on connaît quelle distance elles peuvent parcourir en 24 heures. Et à partir de là, des coordonnées GPS, la distance à la côte, la vitesse des courants et de la date d'observation, on pouvait établir un bulletin d'évaluation du risque et des prévisions. Et l'objectif étant à l'époque de faire des bulletins d'alerte. Donc, c'est ce qui a été fait, notamment… Notons que tout ça se met en place, on a commencé à faire ces bulletins en 2015 et 2016. Voilà, les bulletins étaient composés d'images, de signaux sargasses, d'informations sur les courants et d'évaluation du risque. Alors, ces bulletins ensuite ont évolué. On a rajouté des statistiques d'évaluation du risque d'échouage à partir des données collectées par les satellites. Donc, vous pouvez produire ce genre de carte avec des codes couleurs qui renseignaient sur la quantité d'algues détectées dans des secteurs géographiques. Et toujours en combinant ces détections avec les données de courantologie,
on a pu, à partir de 2018, travailler sur des trajectoires, donc faire des simulations de trajectoires avec des outils, avec des logiciels spécifiques. Et à ce moment-là, on a pu encore améliorer nos capacités de prévision des échouages dans des secteurs particuliers à partir de la localisation des algues, de leur direction de déplacement, de faire des simulations pour essayer d'identifier les secteurs qui seraient touchés par des échouages à 3, 4, 5 jours de prévision. En 2019, la Météo France a récupéré a été missionnée pour les îles françaises et la Guyane pour élaborer des bulletins de prévision, mais comme il n'y avait pas la capacité en interne, on a contribué, on a fourni à Météo France les données et les analyses pour qu'eux puissent éditer les bulletins, donc toujours basés sur les mêmes outils de télédétection et de confrontation avec les données de courant. Et puis, aujourd'hui, donc, on produit, enfin, Météo France produit toujours des bulletins de prévision et d'alerte, toujours à partir de données multisources, donc MODIS, Sentinel, et utilisent leur modèle de dérive. Météo France a un modèle spécifique de dérive qui s'appelle MOTY, M-O-T-H-Y, qui est utilisé pour différentes applications, mais surtout pour travailler sur la dispersion des hydrocarbures en cas de marée noire, par exemple, mais qui a été appliqué aux sargasses. Donc, aujourd'hui, notre capacité de prévision, elle repose sur la détection des sargasses par les satellites, donc une localisation géographique des bandes de sargasses, qui s'est améliorée parce qu'on a amélioré les indices, on a amélioré les algorithmes, donc on a une meilleure précision dans la localisation des sargasses. Une fois que ces sargasses sont localisées, elles sont intégrées dans un modèle de simulation des courants marins qui les fait dériver et qui permet d'avoir des trajectoires associées à des probabilités, à des statistiques, et donc d'évaluer le risque pour une zone côtière donnée. Donc cette information, vous voyez que derrière les bulletins, il y a énormément d'informations, mais que ces bulletins sont réduits quasiment à des codes couleurs d'évaluation du risque, pas de risque, risque modéré, risque important, risque très fort, avec des codes couleurs, qui permet d'informer la préfecture, les communes sur le risque potentiel d'échouage. Et je crois que c'était la dernière. Donc voilà, quelques conclusions sur voilà, nos capacités. Donc on est quand même dans un cadre d'utilisation de données satellites pour lesquelles il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de contraintes qu'on n'a pas résolues encore, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à résoudre, hein, l'histoire des nuages qui couvrent, on ne peut pas voir à travers les nuages, donc ça c'est un problème. On utilise aujourd'hui des modèles de courantologie qui ne sont pas très précis non plus, donc il y a des besoins de modèles plus précis pour améliorer les simulations de dérive, pour pouvoir réduire les incertitudes de prédiction des échouages. Ce qui nécessite donc des travaux sur la courantologie côtière qui ne sont pas connus aujourd'hui. Autour des îles, on a très peu d'informations précises sur le déplacement des masses d'eau. Et un dernier point, on va travailler sur tous ces aspects dans le cadre du Work Package 1, on y travaille, c'est de corréler ce qui est détecté au large par les satellites, de corréler ça avec les zones d'échouage, pour vraiment faire le lien entre ce qui est détecté en offshore et ce qui arrive réellement sur la côte et qui s'échoue, pour qu'on puisse améliorer nos modèles de prévision et distribuer cette information pour que éventuellement ça serve aux prises de décision
des communes et de la collectivité. Et voilà, et ça, c'est la dernière chose. Il existe aussi en Martinique et en Guadeloupe un réseau de caméras qui sont pilotées par le BRGM et l'ADEAL, un système qui s'appelle SolarCam, qui sont des caméras qui prennent une photo de secteurs particuliers du littoral où les échouages sont récurrents, et qui prennent une photo toutes les heures. Et on a donc une collection d'images depuis 2 ans qui informe sur les échouages dans ces sites particuliers. Donc, ils sont aussi une base de données intéressante à exploiter et qu'on va utiliser dans le cadre de César. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner un aperçu de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on va faire, nos connaissances sur la problématique sargasse, ce qui se passe dans l'Atlantique équatorial, comment on peut détecter les sargasses et quelles sont nos capacités de prévision et comment on exploite aujourd'hui ces données dans le cadre des bulletins d'information. Alors, j'espère que j'ai couvert un petit peu la problématique et que ça vous aide à y voir plus clair. Merci Jean-Philippe. Alors maintenant, je suppose que vous avez plein de questions. Donc, la parole aux participants. Je ne sais pas. Oui, alors Isabelle voudrait poser une question. Donc, je donne la parole à Isabelle et puis comme ça, on va continuer de participer au fur et à mesure. Eh bien, merci d'avoir exaucé mon vœu. Moi, je me suis régalée, j'ai appris plein de choses et enfin, plein de questions ont trouvé des réponses. Donc, merci parce que vraiment, ça me manquait beaucoup. Donc là, maintenant, en tout cas pour moi, je vois un petit peu plus clairement les choses. Donc, j'ai bien compris quand tu parlais des zones où effectivement, il y a des probabilités pour que les algues se développent, mais en même temps, pourquoi il y a une accélération à partir de 2011 ? Pourquoi tout d'un coup, il y a une plus grosse production d'algues, alors que visiblement, le processus, il est connu, il est récurrent, donc pourquoi tout d'un coup, ça s'active ? Alors, qu'est-ce que j'avais noté encore ? Oui, tu parlais d'une saisonnalité autour d'avril-août. Là, cette année, par exemple, ça fait déjà un moment qu'il y a des échouages. Donc, janvier, février, il y en a vraiment pas mal. Voilà, j'ai listé pas mal de petites choses comme ça. Tu parlais de capteurs qui étaient posés. Nous, quand on avait fait une sortie avec Victor et puis ses stagiaires, les gens nous avaient dit que les capteurs… en tout cas, le discours des gens, c'était ça explose tellement les données que de toute façon, ils ont retiré le capteur parce que c'était trop. Et voilà, donc une espèce de ressenti de oui, de toute façon, il y a trop de gaz émis, donc de toute façon, ça ne sert plus à rien de mettre un capteur. Oui, moi j'avais aussi des questions un petit peu plus bio, c'est le temps de vie, par exemple, des radeaux. Et tu parlais aussi, par exemple, tu donnais un exemple de plus de 200 km. Enfin, est-ce qu'il y a encore des radeaux encore plus grands que ça ? Voilà un petit peu mes différentes précisions que j'aimerais bien avoir, mais vraiment, merci. Et en plus, la qualité des images, enfin, c'est magnifique, quoi. Ça parle. Non, mais c'est surtout que c'est très beau en plus. C'est impressionnant. Ouais. D'accord, merci Isabelle. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de développement d'algues dans la zone tropicale de l'Atlantique, alors qu'elle n'était pas présente là. Alors, il y a plein d'hypothèses qui ont été émises, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que des quantités plus importantes, parce que la dérive des sargasses, comme j'ai montré, c'est quelque chose de normal, on va dire, mais sans doute des quantités beaucoup plus importantes en 2009-2010, des quantités beaucoup plus importantes ont été transportées vers le sud depuis la zone de la mer des Sargasses. Parce qu'il y a quelques anomalies climatologiques, etc., qui sont repérées quand même en 2009-2010.
la position des anticyclones, etc., qui est un petit peu différente par rapport aux autres années, etc., et des régimes de vent qui sont différents, qui pourraient expliquer qu'une grosse une grosse quantité d'algues a dérivé vers le sud. Et une fois dans l'Atlantique équatorial, ces algues qui sont contraintes en termes de développement de croissance dans l'Atlantique Nord, dans l'Atlantique équatorial, elles rencontrent des conditions hyper favorables. Donc, il n'y a plus de limitation à la croissance. Ce qui fait que l'hypothèse la plus probable, c'est que voilà, il y a un bloom, une explosion de biomasse parce que les conditions sont hyper favorables. Avec 6 mois de transport d'un côté d'une zone, d'une extrémité de la loupe, de la boucle vers l'autre, et puis arriver dans cette zone d'accumulation, parce que je n'ai pas tout expliqué, mais dans la zone nord du Brésil, en face de la Guyane, il y a un gros système de courant circulaire qui se met en place, qui n'est pas présent toute l'année, et à partir de mars-avril, on a un grand courant circulaire qui se met en place, qui fait que tout ce qui flotte là s'accumule dans cette zone-là. Et ensuite, une fois que ce système-là est mis en place, on a aussi un renforcement de courant de Guyane qui longe les côtes de Guyane. Ce qui fait que régulièrement, il y a des gros paquets de sargasses qui s'échappent de cette zone circulaire, de courant circulaire, qui s'échappent, qui sont pris. Ces gros paquets d'algues sont pris par le courant des Guyanes et là, ils remontent directement vers les Antilles. Donc ça, c'est ce qui s'est passé la première année, en 2011. Depuis, les sargasses, quand je montre des images comme celle qui représente toute la zone intertropicale, et le cumul d'une semaine, on voit qu'il y en a quasiment partout des algues, sauf qu'elles ne vont pas toutes dans les mêmes directions. Ce qui fait que quand on analyse de façon un peu plus précise la localisation des sargasses, on voit que en début d'année, donc effectivement, il y a des échouages en janvier, février, quasiment presque toute l'année maintenant. Il y a une accalmie en octobre, novembre, décembre, mais ça démarre en janvier. Et ces algues n'arrivent pas du même secteur de l'Atlantique que celles qui s'échouent au mois d'avril, mai, juin, par exemple. Donc, en début d'année, les algues arrivent directement par l'Est parce qu'elles sont transportées dans le courant nord-équatorial de l'Atlantique. Alors, bon, il y a tout un tas de termes parce qu'il y a tout un tas de courants différents selon leur localisation et là où ils longent les côtes, etc. Enfin, il y a plein de courants différents dans l'Atlantique. Mais en début d'année, ces algues qui sont présentes dans l'Atlantique Nord, elles dérivent directement depuis l'Est vers l'Ouest, donc elles arrivent directement de façon perpendiculaire à l'arc antillais. Les algues qui arrivent en avril, mai, juin sont les algues qui ont circulé avec d'autres courants, d'autres branches du courant, qui sont parties d'Afrique et qui sont transportées tranquillement vers le nord du Brésil et qui s'accumulent dans cette zone circulaire au nord-est du Brésil, et ces algues-là, ensuite, s'échappent. Des paquets d'algues sont emportés par le courant des Guyanes. Et à ce moment-là, les algues arrivent par le sud-est, elles remontent le long de la Guyane, mais assez au large quand même de la Guyane, parce qu'il y a très très peu d'échouages en Guyane, en fait. Donc et c'est des courants très forts, le courant des Guyanes, c'est un courant qui va très vite. Donc, elles sont transportées. On arrive à suivre comme ça, sur différentes images successives, la progression de ces radeaux. Et ensuite, donc, elles arrivent par le sud-est, dans l'arc antillais. On les voit, elles remontent, donc elles entrent entre Trinidad et Grenade. Là, elles entrent par ce grand couloir là, à l'intérieur de la mer des Caraïbes. Il y a une grosse partie qui remonte et qui touche l'arc antillais. Quasiment jusqu'à la Guadeloupe. Après, les îles du Nord, elles sont beaucoup moins touchées quand même que les îles du sud de l'archipel. Et voilà, donc il y a vraiment une saisonnalité dans les secteurs pour la présence des algues et de par où elles arrivent en fait. Et ça dépend des courants, en fait, de l'organisation des courants dans l'Atlantique Nord. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question déjà de Debra et par la suite, donc, il y aura Solange qui va poser une question.
Mais on reviendra sur la question d'Isabelle. Tu es parti avec ton PowerPoint, comme ça on voit plus les gens. Ah oui, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, m'écoute? On t'écoute, Alors? mais pas très bien. Ah, bonjour. Merci. C'est beaucoup de très intéressant. Toute la base de données, c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup. Merci beaucoup. Et seulement, je voudrais faire, je ne sais pas si c'est une petite question ou peut-être une préoccupation seulement pour savoir comment nous pouvons utiliser toute la base de données que tu as donnée dans la réalité. Pourquoi? Parce que dans l'interview que nous faisons à la mairie, on a montré des graphiques, on a montré des bulletins, des fiches, que tu as montré quelques fiches. Donc, la mairie a dit que elle ne savait pas comment va utiliser ça. Donc, ça, c'est la préoccupation, d'accord? Je voudrais savoir ensemble la partie des sciences sociales, politiques, anthropologiques, etc. Et vous, la partie écologique, scientifique, naturelle, etc. Comment nous pouvons faire ensemble pour utiliser cette richesse de données pour la prévention et la gestion et savoir quand va arriver la sargasse, etc. Je crois que c'est pas seulement pour la sargasse. La préoccupation, c'est qu'il y a deux parties, la partie scientifique également dans les changements climatiques. Il y a beaucoup de désinformation, mais à l'autre côté, on ne savait pas comment se va utiliser. Donc, peut-être manque un point qui permette d'utiliser pédagogiquement cette information. Je ne sais pas. Je crois que, Andrea, nous pouvons réfléchir avec ça, avec Isabelle aussi et vous. Comment nous pouvons utiliser dans la réalité pour donner des meilleures praticité à tous les acteurs qui prennent la décision pour faire la gestion ou pour faire la prévention. Merci. Merci, Deborah. Oui, alors, je comprends en fait, ce qu'on produit, nous, c'est vraiment une information de localisation, une information d'évaluation du risque. Et cette information-là, elle est traduite dans les bulletins aujourd'hui de Météo France, qui sont une synthèse visuelle avec un code couleur qui identifie le risque d'échouage sur les zones côtières. On sait, on en a parlé l'autre jour, hein, que cette information, elle est pas lue ou elle est très peu utilisée par les communes. Et effectivement, c'est une information parmi tant d'autres sur le risque et la localisation. Ça n'empêche pas les algues d'arriver, en tout cas. Donc, et on n'a pas les moyens aujourd'hui d'empêcher les algues d'arriver. Donc, c'est vraiment une information qui est transmise, mais la façon dont cette information peut être utilisée, moi, ça, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur comment mieux exploiter peut-être ces informations. Mais je pense que c'est une information parmi tant d'autres, on va dire, qui devait être rassemblée avec d'autres types d'informations, c'est-à-dire le risque d'échouage,
les caractéristiques particulières du littoral d'une commune concernée, les moyens techniques disponibles pour que toute cette information ensemble puisse aider à la prise de décision. Pas seulement la localisation d'un banc de sargasses au large ou l'estimation du temps de dérive. Alors, quand même, ce qu'on veut faire, c'est améliorer la précision des échouages. Donc, avec les systèmes qu'on est en train de développer, on espère pouvoir dire que les bancs qui sont détectés à tel endroit devraient arriver sur telle plage, dans telle baie, etc. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la précision aussi des prédictions. Maintenant, comment cette information peut être utilisée pour améliorer la capacité de gestion de la crise par les communes, je ne sais pas comment faire. Mais je pense qu'il faut arriver à développer des outils qui vont croiser les données sargasses avec les données techniques les moyens techniques de collecte, les équipes disponibles, la configuration du littoral, les zones à plus fort enjeu, les zones de risque prioritaire, les zones avec risque sanitaire, etc. Et ça, c'est un peu l'objectif de l'outil, de la plateforme Internet qui doit être développée, du type Geoclip, là, qui devrait comment dire, rassembler toute cette information au sein d'un outil de visualisation cartographique qui va permettre de superposer toute cette information et de faciliter la prise de décision. Merci. Et peut-être qu'il va falloir que nous-mêmes, en tant que chercheurs, on se saisisse, qu'on comprenne bien nous-mêmes en sciences sociales comment interpréter ce type d'issue, ce type de bulletin que vous allez, en tant qu'équipe, produire pour pouvoir quelque part aller faire la pédagogie, accompagner donc les différents acteurs. Je pense que ça, c'est aussi un chemin qu'on devrait pouvoir s'ouvrir. Je le laisse comme ça, comme proposition pour une éventuelle évolution. Et maintenant, Solange, la partie Brésil, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner. Donc, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci pour avoir organisé cette conférence. Andrea, pour m'avoir donné cette possibilité aussi d'organiser du côté brésilien les personnes qui ont pu venir et être avec nous. Donc, Carolina et Maurice qui sont ensemble, je sais. Et Daniel aussi, qui nous avons aussi des questions. On avait beaucoup discuté sur les possibilités de valorisation du sargasson, par exemple. Et Jean, merci pour les éclaircissements, pour la conférence. Je pense que c'est toujours bien parce qu'on comprend à chaque fois plus les détails de la problématique. Et moi, en tant que juriste, cela me fait réfléchir aux possibilités des classements en tant que catastrophe naturelle ou pas, en tant que… Enfin, on a des perspectives, je pense, qui sont complémentaires en fin de compte. Mais ce que je voudrais poser comme question, je pense qu'il y a trois axes, parce que ce que j'ai bien compris de l'exposition, donc la question, la thématique centrale, lorsque bon, je vais me permettre de vous tutoyer, que tu as mis sur les échouages des sargasses dans la Caraïbe, a comme facteur principal les risques. Et donc là, les rôles des satellites pour pouvoir bien préciser l'étendue, les moments, etc. Donc, la première question que je voudrais te poser, c'est par rapport à l'étendue de cette analyse par les satellites. Est-ce que ça couvre, parce que
toi, tu as parlé de la Caraïbe, et après, en fin de compte, des courants circulaires qui vont de la Guyana au Brésil. Et moi, en tant que brésilienne, je pense aussi, si dans cette perspective d'analyse, est-ce que vous prenez aussi en compte la Caraïbe et la Guyane française, ou est-ce qu'il y en a d'autres équipes qui prendront en compte la Guyane française? Parce que si c'est le cas, bon, je pense que le Brésil est aussi, enfin, on a cette perspective de la côte nord et nord-est du Brésil, où on a des échouages aussi. Et si oui, enfin, si c'est ton équipe, si il y en a d'autres équipes qui sont en train de faire cela au niveau technique. Et donc, comme cette info, elle peut être utile à la prise des décisions, est-ce qu'il y aura, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris, s'il y aura un partage des connaissances, si cette plateforme permettra cette partage des connaissances pour qu'on puisse justement prendre les décisions, mais au-delà de la décision de savoir que bon, ça va arriver, comment on va se préparer, c'est la deuxième question. Peut-être que tu as commencé à répondre lorsque Debra a posé la question, mais est-ce qu'on va aussi essayer de développer des moyens techniques pour prévenir les échouages ces genres de barrages avec les filets des pêches où est-ce qu'on est dans ces côtés-là pour que ça... Il y aura toujours peut-être une partie des échouages, mais est-ce qu'on est aussi de faire des essais là-dessus? Et le troisième point, c'est que quand tu as parlé de la courontologie, j'ai pensé beaucoup à la question du changement climatique. Et est-ce que ces courants ne sont pas en train d'être modifiés par les changements climatiques? Et si on peut faire un rapport avec les sargassons et les changements climatiques, et si de ce côté-là, ça pourrait être bénéfique pour la prise en compte du sargasson, parce que comme les changements climatiques, c'est un peu un thème, on utilise cette expression au Brésil, je ne sais même pas si on l'utilise en France, mais on dit que c'est un thème parapluie qui couvre tous les autres thèmes. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être une stratégie au niveau de la mobilisation des décideurs de prendre en compte ces rapports, changement climatique et sargassons? D'accord. Mais je sais que ce n'est pas du côté des sciences humaines, mais du côté des techniques, si vous êtes en train de réfléchir à cela. Alors, oui, il y a d'autres projets qui travaillent sur la problématique des sargasses à une échelle beaucoup plus large. Dans le cadre du programme César, c'est vrai qu'on focalise surtout sur la zone Antilles et puis donc un peu le Brésil vu la coopération avec vous. Mais les aspects techniques, c'est vrai qu'on s'est restreint à la zone, même au sein des Antilles, à la zone Martinique-Guadeloupe, pour des raisons de facilité d'analyse et puis pour les modèles, etc. Enfin, d'éviter d'avoir une échelle beaucoup trop large, sachant qu'il y a d'autres équipes scientifiques, notamment en France, qui travaillent sur la problématique sargasse à une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire à l'échelle de l'Atlantique. Sur les processus biologiques, sur les dérives à grande échelle. Nous, dans le cadre de César, c'est l'originalité, enfin, la différenciation entre notre projet et les autres projets, c'est qu'on voulait avoir une échelle régionale. On voulait travailler sur les processus régionaux et donc réduire cette échelle spatiale pour étudier des processus vraiment régionaux, voire locaux à l'échelle des îles. Donc, vu cet objectif, c'est vrai qu'on n'a pas un champ géographique très large. On a focalisé vraiment sur les deux îles françaises. Concernant
Après bon, les images satellites, finalement, dans la mesure où on a des analyses automatisées, on va dire, les images satellites couvrent l'ensemble du globe. Donc, on peut très bien envisager d'appliquer les mêmes méthodes d'analyse à des images qui couvriraient la zone nord du Brésil. La difficulté qu'on a depuis toujours sur la zone Brésil-Guyane, c'est la couverture nuageuse. La couverture nuageuse qui est souvent très, très, très importante, qui limite énormément nos capacités de visualisation. Donc, aujourd'hui, Météo France édite des bulletins pour la zone Guyane, mais on voit quasiment jamais rien, quoi, parce que les nuages nous empêchent d'accéder à l'information. Donc, cela dit, bon, il y a quand même, sur la quantité d'images qui sont produites par les satellites, des fenêtres sur lesquelles on peut visualiser des bandes de sargasses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait que globalement, elles remontent le long des côtes de Guyane vers les Antilles à certaines périodes de l'année. Donc ça, c'est le premier point sur la zone géographique restreinte dans le cadre de notre projet. Tout ce qui est produit dans César est partagé, et notamment les protocoles d'analyse et toutes ces choses-là on a décidé de faire tout ça en open source. Donc, normalement, et avec les outils aujourd'hui disponibles, notamment les outils de l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, étant donné la gratuité des images satellites et des outils de traitement et d'analyse du type logiciel d'analyse, le logiciel SNAP, SNAP, qui est mis à disposition gratuitement aussi par l'Agence spatiale européenne. Donc, tous ces processus-là pourront être reproduits par n'importe qui s'intéresse à la question. Donc, voilà pour répondre à ça. Sur la question du changement climatique, alors, nous, dans le cadre de… Ça dépasse le cadre de César, on n'a pas la capacité de travailler vraiment sur les thématiques du changement climatique et l'impact que ça pourrait avoir sur les sargasses elles-mêmes. Cependant, voilà, les autres équipes, je pense les équipes de Marseille, les équipes de l'IRD, ces gros laboratoires qui travaillent sur des problématiques océanographiques, qui travaillent sur des questions du changement climatique, seront en mesure d'associer changement climatique et problématique sargasse. Ce qui est difficile à dire aujourd'hui, c'est de dire que le problème actuel des sargasses est lié au changement climatique. Ça, c'est difficile de le prouver, enfin de l'affirmer. Par contre, ce qui peut être fait, c'est pour l'avenir, comment le changement climatique pourra affecter cette dynamique des sargasses dans l'Atlantique équatorial, c'est-à-dire favoriser finalement le maintien de cette nouvelle mer des sargasses, voire le renforcement de la présence des sargasses dans l'Atlantique équatorial. Je pense qu'en travaillant sur les scénarios du changement climatique, ces différents scénarios pourront être appliqués, quand on connaîtra un petit peu mieux, ces scénarios pourront être appliqués à la dynamique des sargasses dans l'Atlantique équatorial. Et on pourra faire des scénarios, des prédictions sur le maintien ou pas de cette nouvelle population de sargasses dans ce secteur de l'Atlantique. Ok. Merci Jean. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je ne sais pas, on reprend les questions d'Isabelle sur la partie biologique. Combien de temps peuvent vivre ces sargasses? Alors, et la dimension des radeaux. Et la dimension des radeaux. Alors, sur la vie, alors ça, c'est un problème
c'est une donnée qu'on n'a pas depuis le début, hein, c'est-à-dire des données de croissance et de mortalité des sargasses. Il y a des équipes qui travaillent dessus, mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations précises, alors que c'est des données essentielles à intégrer dans les modèles biologiques, hein. Donc, on a besoin de ces informations. Donc, il y a des équipes hollandaises qui travaillent sur cet aspect. Et ensuite, sur la taille des radeaux, bon, les produits MODIS, là, c'est des produits qui ont une résolution de 1 km. C'est-à-dire qu'un pixel de l'image représente 1 km. C'est-à-dire que s'il y a un signal sargasse, même minime, alors il y a différents types de classification après les pixels, mais il y a quand même une surestimation de la quantité de sargasse avec les outils MODIS. Par contre, avec Sentinel-3, on voit qu'en termes de longueur des radeaux, on a des radeaux qui peuvent atteindre plus de 100 km de long, qui sont beaucoup moins larges que ce qu'on voit sur MODIS, sur les signaux qui sont obtenus de MODIS, mais là on sait qu'il y a une surestimation. Mais Sentinel-3 qui permet de réduire la résolution, où on a une résolution de 250-300 mètres, on voit qu'on a quand même des radeaux extrêmement allongés. Par contre, on sait que voilà, ils sont morcelés, mais le fait de la résolution moyenne des satellites fait qu'on a des agrégations sur les images, sur les produits finaux qui ne rendent pas vraiment compte de la réalité. Et on surestime toujours un petit peu le... Mais n'empêche que voilà, on a des radeaux qui font plus de 100 km de long et des nappes qui font plusieurs kilomètres de large aussi. Donc, c'est des surfaces énormes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Moi, de mon côté, il y a une question. J'ai fait du terrain et j'ai posé des questions donc, aux acteurs, donc, évidemment, du terrain. Et pour se saisir, l'une des solutions ou l'une des options pour se saisir de la sargasse, hein, c'est la reconnaissance du risque, enfin, de la sargasse comme une catastrophe naturelle. Et ma question en ce sens-là, est-ce que d'une manière ou d'une autre, peut-on approcher les échouements des sargasses de ce que l'on voit dans les satellites ou de ce que l'on connaît en termes biologiques qui peut être, disons, signalé comme étant une catastrophe naturelle? Je ne sais pas, est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Je pense que... C'est plus un problème politique. Là. Oui, là c'est pas un problème écologique. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des radeaux immenses qui vont passer à proximité, pour lesquels on va prévoir un échouage, mais finalement, la configuration des vents et des courants fait que le radeau va partir vers le nord, par exemple. Donc, il ne touchera pas du tout. Donc, comment dire, reconnaître une catastrophe naturelle sur la base des prédictions, c'est difficile. À mon avis, on ne peut reconnaître la catastrophe naturelle qu'une fois que les sargasses se sont échouées, malheureusement. D'autant plus qu'on n'a pas... Alors, je pense que, bon, en affinant nos travaux, on doit pouvoir trouver un périmètre autour des îles à partir duquel on pourra dire, une fois que les sargasses sont entrées dans ce périmètre, dans cette zone, c'est sûr qu'elles vont s'échouer. Aujourd'hui, on ne connaît pas trop la distance minimale à partir de laquelle on peut dire ça. Mais je pense qu'en continuant à travailler sur l'amélioration des prévisions d'échouage, on doit pouvoir définir un périmètre, au moins sur la zone atlantique, qui nous permettra de dire, une fois que les sargasses ont franchi cette limite virtuelle, ces sargasses-là vont s'échouer. Et là, à partir de là, on pourra évaluer
en fonction. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est estimer les surfaces. Par contre, l'épaisseur, on est incapable aujourd'hui d'évaluer avec les outils satellites, on est incapable d'évaluer l'épaisseur. Donc, un radeau de 100 mètres de long, mais sur 50 cm, ou un radeau de 100 mètres, mais sur 6 mètres d'épaisseur, ce n'est pas du tout la même biomasse qui va arriver. Donc ça, on est incapable aujourd'hui de savoir la quantité réelle de biomasse de sargasse qui est présente dans les radeaux. Mais je pense qu'en améliorant les outils de prévision, on arrivera à un outil qui permettra de dire, en définissant une sorte de frontière virtuelle à X kilomètres de la côte, mais ça voudra dire déjà une très bonne détection des sargasses. Ensuite, si on a un nuage qui passe au moment de la détection, c'est sûr qu'on ne les verra pas. Donc, il faut qu'on accepte que dans tous les cas, on n'a pas toute l'information. Et on n'est jamais sûr qu'un radeau qu'on détecte aujourd'hui, ce sera le même qu'on détectera demain. On le retrouvera peut-être pas, mais le jour d'après, peut-être qu'on verra. Mais est-ce que c'est celui qu'on avait vu 2 jours avant? C'est impossible, quasiment impossible à dire, à moins d'avoir un outil de dérive qui soit très très précis, avec très peu d'incertitudes. Et à ce moment-là, au jour où on détecte, on fait une simulation de dérive. 2 jours après, on voit que le radeau est bien dans le couloir de dérive qu'on avait prédit. Quand on sera capable de faire ça, là, on aura vraiment un outil de prévision assez précis. Et à ce moment-là, on pourra donner une probabilité assez haute qu'une fois qu'un radeau a franchi une certaine frontière, ce radeau-là va s'échouer à 95% dans tel secteur. Ça, on pourra le dire. À ce moment-là, quand on sera capable de faire ça, peut-être qu'éventuellement, on pourra associer un risque catastrophe naturelle à cet amas de sargasses qui se rapproche des côtes. Ok, merci beaucoup. Parce que, oui, j'imagine parce que ça va se croiser avec les vents. Oui, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour être sûr à 100%. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce que quelqu'un d'autre a une nouvelle question? Bon. Alors, dans ce cas-là, merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe, de nous avoir présenté donc, toutes ces informations sur les sargasses. On en avait vraiment besoin pour pouvoir construire et avoir une vision vraiment le plus large possible. Merci à tous. Merci, Justin, d'être avec nous. Merci, Devra. Merci, Daniel. Solange, Caroline de l'équipe du Brésil, d'avoir été parmi nous et je vous dis à très bientôt, fin mars, je pense, oui, pour une présentation avec les évolutions de l'équipe du Brésil. Merci beaucoup à tous. Oui. Merci, Andrea. Je ne pourrais pas laisser de remercier aussi la FAPESP, qui c'est l'agence brésilienne qui nous donne l'appui pour ces projets, et à Jean-Raphaël aussi, Élise Topiasso et Loli et Benati qui ne sont pas là, mais qui m'ont fait partie de leur envie d'être ici avec nous. Et tout le reste de l'équipe, enfin Martial Osinger, Tarine Montalverne, et donc je ne sais pas si j'oublie quelqu'un ou quelqu'une, mais tout le monde m'a dit qu'il était de bon cœur avec nous, et je vais faire un petit rapport après pour que tout le monde soit au même niveau, comme ça on peut progresser ensemble. Très bien, merci beaucoup. Merci. Pour rappel, cette séance a été enregistrée et le lien sera partagé avec vous tous pour que vous puissiez la revoir et puis aller faire le point éventuellement sur certains points qui nous intéressent pour pouvoir donc développer une réflexion en profondeur. Bon.
Merci beaucoup. Merci à Merci. tous et à très bientôt. Très bien, merci. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email aussi. Je me ferai un plaisir de répondre. Il y avait un petit Au message. revoir, merci. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí, ¿Te quedas? espérate, voy a colgar y ya te vuelvo y te llamo. Ya. Ajá. Bon. Au Ok, revoir, merci. Salut. bye bye. Au revoir.